Bonjour, vous avez peut-être lu mon article sur Kapalabhati qui est paru dans Info Yoga et qui bientôt paraîtra sur le blog. Vous avez découvert dans cet article les effets physiologiques de Kapalabhati, c'est-à-dire qu'on a vu comment est-ce que la chimie du corps pouvait donner à la fin de la pratique cette petite sensation de flottement du mental. On a vu aussi pourquoi certains élèves peuvent vivre des ressentis un peu plus inconfortables et comment faire pour les accompagner pour que la respiration devienne vraiment un outil d'apaisement. Eh bien, cette vidéo prolonge l'article et prolonge la réflexion en vous proposant des extraits issus des supports pédagogiques de la formation certifiée en pranayama. On va explorer ensemble quelques points de repère essentiels pour observer si vos élèves pratiquent correctement Kapalabhati. On verra aussi des astuces pédagogiques concrètes pour affiner leurs ressentis et enrichir leur pratique. Et puis aussi, bien sûr, affiner votre regard de professeur. Et tout à la fin de la vidéo, je vous donnerai une dernière astuce que j'ai apprise chez André Van Lisbeth pour aider les débutants. Belle exploration! Kapalabhati, c'est souvent un des premiers pranayama qu'on enseigne à nos élèves. Et donc souvent, ils sont débutants. J'aime bien commencer Kapalabhati en version debout, parce que quand les élèves débutants sont assis, la plupart du temps, ils se retrouvent avec un dos rond. On ne va pas détailler trop longtemps l'assise, mais si les élèves ont un dos rond, ils vont vouloir absolument se redresser au niveau des basses côtes. Ils vont contracter les muscles du dos et ils vont pousser un petit peu les thoraciques vers l'avant. Le fait d'être comme ça en assise, ça va bloquer le diaphragme et ils vont venir placer leur respiration essentiellement dans les côtes. Donc, un Kapalabhati avec une mauvaise assise, il y a de fortes chances que ça se place dans les côtes. Si jamais ils sont assis en dos rond et qu'ils ne cherchent pas à se redresser, ils vont quand même avoir tout le poids de la cage thoracique qui va venir se placer sur les viscères. Et là, c'est pareil, les viscères, il va y avoir énormément de pression à l'intérieur du sac viscéral et du coup, ce sera moins mobile et on risque d'avoir plus de difficultés à faire bouger le ventre. Donc, le mieux, c'est de trouver une position où les élèves ont une colonne vertébrale droite, naturelle, avec ses trois courbes. Ça permet au ventre d'être mobile et de bénéficier de tous les bienfaits de ce pranayama. Du coup, on peut proposer de commencer Kapalabhati debout. Alors bien sûr, comme on est debout, on ne va pas faire des cycles trop longs pour être sûr de ne pas avoir tous les soucis qui sont liés à des petits étourdissements, etc. C'est vraiment juste pour introduire le pranayama, cette respiration, de façon pédagogique. Debout, ça a aussi un autre avantage, c'est que les personnes que j'ai, surtout les femmes qui viennent dans les séances, c'est pas sûr à 100% qu'elles me disent si elles ont des problèmes de fuite urinaire, par exemple. Et il y a aussi parfois des femmes qui viennent d'accoucher et qui ont un périnée qui n'est pas toujours parfaitement remis. Dans ce cas-là, si jamais je suis assise dos rond, je vais avoir mon Kapalabhati qui va pousser plus fortement sur mon périnée. Cette poussée de Kapalabhati sur le périnée, donc on n'a pas parlé du périnée, je vais juste faire un tout petit aparté pour que vous ayez quelques idées, quelques outils, et que vous soyez rassurés notamment. Cette pression du périnée dans le Kapalabhati et dans tous les autres pranayamas et dans les postures de yoga, cette pression est à prendre en compte seulement sur les personnes qui ont un périnée qui est fragilisé. Pour toutes les autres personnes, il n'y a pas réellement besoin de prendre de précautions. Pour la simple et bonne raison qu'elles font du yoga qu'une heure seulement par semaine. Et tout le reste du temps, elles se mouchent, elles toussent, elles rigolent, elles font leur vie en étant complètement assises avec un dos rond et avec des poussées sur le périnée. Et ça, c'est pas grave. Un périnée en bonne santé, il est censé être capable d'encaisser vraiment toutes ces pressions. Et plus il va y avoir de pression, plus il va y avoir d'impact, et bien en fait, plus le périnée va être sollicité et donc plus il va se renforcer. Et donc dans cette perspective-là, le faire debout, c'est idéal. Alors bien sûr, vos élèves vont peut-être avoir du mal au tout début à trouver la maîtrise abdominale qui est vraiment le préalable nécessaire à la pratique de Kapalabhati. Mais il existe plein d'astuces que l'on approfondit en formation, comme par exemple l'utilisation des bijas, qui sont des sons brefs qui vont mobiliser des zones précises de l'abdomen. On peut aussi utiliser des mudras qui vont faciliter l'alignement et la prise de conscience des zones respiratoires. Et on peut aussi utiliser bien sûr des postures. Et ces postures, elles nous permettent de mieux sentir le mouvement du ventre. Et parmi toutes celles qui sont proposées, il y en a une que je considère comme vraiment efficace, à la fois pour observer
si vos élèves pratiquent correctement et pour les aider à relâcher le ventre grâce à la gravité. On regarde ça ensemble tout de suite. Une autre posture dans laquelle on a un bon point de repère visuel pour savoir si Kapalabhati est bien acquis par nos élèves, c'est le quatre pattes. Vous allez vraiment voir le bassin qui bouge. On va le faire ensemble, pareil, comme tout à l'heure, une trentaine de fois. Un, deux, trois, j'expire complètement. On peut même faire un dos rond pour aller jusqu'au bout de l'expire. Inspire. Soit dos creux, soit dos neutre. Rétention poumon plein. Je place mes bandas. Donc le périnée mula bandha, la langue sur le palais. Peut-être un petit jalandhara bandha. Et j'observe. Et quand je relâche ma rétention poumon plein, c'est pas parce que je m'ennuie ou parce que je me dis que ça fait déjà assez longtemps que je suis dedans, c'est parce que j'ai observé l'inconfort petit à petit arriver, le CO2 remonter, et puis qu'à un moment, je sens que c'est suffisant. Et donc, je retrouve mon souffle naturel. Ce qui est pratique dans cette position à quatre pattes, c'est qu'on a vraiment la gravité pour nous. C'est-à-dire que je peux vraiment imaginer que j'ai un fil à plomb à mon nombril, et je relâche complètement mon ventre. Le quatre pattes, ça va vraiment permettre de laisser descendre toute la masse viscérale vers le sol. Du coup, quand on va contracter, on va plus sentir. C'est une des postures dans lesquelles les élèves apprennent le mieux et qui préfèrent le quatre pattes. On peut aussi faire à nouveau lam, vam, ram. Ça peut aider. Lam, vam, ram. Comme on a fait debout, mais à quatre pattes. On va le refaire encore une fois, ce Kapalabhati, et je voudrais que cette fois-ci, vous portiez attention à votre périnée. Il est tout à fait possible, bien sûr, d'explorer Kapalabhati dans d'autres postures selon ce que l'on souhaite mettre en valeur. Ça peut être ressentir le périnée grâce à la gravité ou activer l'élément du feu pour rendre une posture encore plus puissante et encore plus chauffante. Et bref, il y a beaucoup de variations, elles sont toutes passionnantes, on les découvre en détail dans la formation, mais une fois que vos élèves ont acquis une bonne maîtrise de Kapalabhati, ils pourront le pratiquer en assise. Et là, j'ai une dernière astuce à vous partager, une vérification simple, efficace pour vous assurer que Kapalabhati est bien intégré ou alors que, par exemple, je ne sais pas, un élève que vous voyez pour la première fois dans votre cours pratique cette respiration en toute sécurité. On regarde ça maintenant. Petit point d'attention pour observer chez vos élèves, est-ce que ils font correctement Kapalabhati ou pas. C'est pas toujours facile, parfois ils ont des t-shirts amples, on voit pas trop bien le ventre. Par contre, il y a un point de repère qui marche bien, c'est le haut du sternum. Normalement, le haut du sternum doit à chaque expiration se redresser un petit peu. Je vais me mettre de profil en espérant que vous voyez mieux. Quand je fais Kapalabhati, normalement, vous voyez que le haut de mon sternum, sans que je fasse aucun effort, est propulsé un petit peu vers le haut. Et donc, si vous voyez que chez les élèves, ça fait et qui s'enroulent comme ça à chaque expiration vers l'avant, c'est probablement qu'ils contractent les abdos et qu'ensuite ils ne prennent pas le temps de les relâcher. Donc ça, c'est un bon point de repère. Ensuite, ce que je vous ai dit au début, respirer uniquement par le ventre. C'est une bonne façon d'expliquer aux débutants. Par contre, quand on avance un petit peu dans la pratique, on peut rajouter des petites subtilités. Pour avoir un Kapalabhati qui est vraiment très développé, qui est ample et qui met en mouvement autant que possible toute la sphère viscérale, c'est pas mal d'ouvrir un petit peu les basses-côtes. Parce que du coup, en ouvrant un tout petit peu les basses-côtes, vous allez avoir plus d'espace. Donc, faisons-le ensemble. On expire complètement. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Puis ensuite, j'inspire, je relâche mon ventre. Et j'engage une inspire qui va aller juste dans mes basses-côtes. Donc, c'est pas du tout l'ensemble de ma cage thoracique, c'est juste en bas. J'essaie de gagner un tout petit peu en largeur, comme si j'avais les ouïes d'un poisson qui s'ouvrait un petit peu. Et là,
je garde cette ouverture de côte et je peux lancer mon Kapalabhati uniquement abdominal. Donc les côtes restent immobiles dans cette légère ouverture et je lance mon Kapalabhati. Ça me permet d'avoir un petit peu plus d'espace pour le ventre. Le sternum, c'est donc la zone à observer, le point de repère simple mais efficace qui vous permet de savoir si le souffle est bien dirigé et si les abdominaux sont engagés de façon souple. Comme promis, une dernière astuce que j'ai lue chez André Van Lisbeth qui propose une petite visualisation pour aider les débutants à Kapalabhati. Vous pouvez imaginer que vous avez une mouche sur le dessus de votre lèvre supérieure et vous devez, juste grâce à l'expulsion de votre souffle, chasser cette mouche. Succès garanti, ça a beaucoup aidé mes débutants. J'espère en tout cas que ces outils vous aideront dans votre enseignement, à la fois pour observer vos élèves et pour les accompagner avec clarté et douceur dans la prise de conscience et le travail du souffle. Il y a encore beaucoup à explorer autour du pranayama et de sa pédagogie, mais chaque chose en son temps. À bientôt!